Salut Queen, mon oncle célibataire. Ça va bien, toi? Ça va bien, toi, Lucienne? Comment ça va? Je vais tout de suite ici, vide. Je vais le remplir de bons et de mauvais souvenirs. Il vide, je vais le remplir avant que mon âme s'assèche et me craque. Merci, la catastrophe. L'argent et les autres aussi, les sentiments illimités. Je veux tout, l'argent sans rendez-vous. Je veux voler sans me faire attraper. Merci, Sébastien. Non, finalement, il n'y a pas de live jogging. Il pleut, nous autres, ici. Le vide, je vais le remplir. Avec des personnes merveilleuses comme catastrophe. Le vide, je vais le remplir. Avec toutes mes Nintendo Switch là. Merci, Véronique, pour le bracelet d'équipe. Cette 8 Nintendo Switch. J'aimerais avoir une maison. Merci, Paulette Hill, pour la guirlande. Nintendo Switch, quoi? Ah non, je disais merci à quelqu'un. T'as tes AirPods dans les oreilles ou? Non, Parce que les lives avec les AirPods, les gens n'entendent pas bien. mais j'ai pas le Non, live je comprends, avec j'ai pas dit que tu faisais ça, je t'ai juste dit ça de même. Salut, Paulette Hill. Bon matin, Bulldog. Boule de sperme. Merci, Bulldog. Oublie pas de muter et de bloquer, hein, Florence. Ouais, c'est ça que je fais depuis tantôt. Je pense qu'on n'aurait pas dû faire ça, débloquer tout le monde. C'est une grosse erreur qu'on a faite. Mais là, c'est fait. À chaque fois qu'on débloque et on démute le monde, ça recommence. Ouais. On veut bien laisser des chances, mais il y a des limites, là. Il y a Scott qui dit nouvelle version de vous, c'est agréable. Ouais, cool. Merci. C'est sûr qu'on n'est pas parfait, là. C'est ça. T'as dit quoi, chérie? J'ai dit c'est ça. On est loin d'être parfait. Non, on est loin d'être parfait, puis il va en avoir parfois des débordements, comme tout le monde. Faut juste arrêter de tout filmer et d'exposer tout. Puis aller tout signaler le compte de Alex Wilson et de Héloïse Wilson. Allez tout signaler ça, ces comptes d'ordures-là. Mettez-vous en masse pour pouvoir fermer ça. Si TikTok reçoit plein de signalements, ils vont les fermer. C'est du contenu d'intimidation. Bon, il y a un Ontario qui embarque. Il dit 99% de vos lives, c'est Marc qui chiale ou se justifie. Non, pas vrai, Yann. Je chiale pas, je m'exprime. Hey Yann, le tartare c'est cru. C'est pas cuit chimiquement, Yann. Même, tu l'as regardé, j'ai écouté ton live, tu l'as regardé, puis t'as bien vu. Puis en passant, c'est pas du bœuf haché que Florence elle mange, hein. C'est une pièce de viande que j'achète.
avec du muscle. À l'intérieur, je découpe en petits cubes l'intérieur que je passe dans un hachoir, ce qui correspond à du tartare. Donc, il n'y a aucun danger que Florence mange le bœuf que je fais, cru comme ça, à condition que ce soit mangé dans les 10 minutes suivant le hachage. Ouais, c'est ça. Puis je le mange en arrivant, je fais l'épicerie, je reviens chez nous, puis je le Mais non, mange. mais c'est hachage. C'est pas 10 minutes après l'achat, c'est 10 minutes après le hachage. Ah, ok. On peut couper ça au hachoir, on peut le couper au couteau, on peut le couper de différentes façons. Mais c'est du bœuf cru. Au lieu de te fier sur les supposés experts de TikTok, là, puis les personnes qui s'autoproclament mangeurs de tartare depuis genre de 25 ans, comme la petite garce de l'autre fois qui est venue dans ton live, là, appelle un vrai boucher. Tu vas voir. Parce que c'est une petite garce qui est montée dans son live, là, puis qui disait « Moi, ça fait 25 ans que je mange du tartare, je suis une spécialiste de tout ça, puis on prend pas des pièces de bœuf qui viennent de l'épicerie, ça prend des pièces spéciales pour ça, puis il faut mettre du vinaigre, puis du ci, puis du ça, puis ça cuit chimiquement. » Ben oui, c'est pas vrai pantoute. C'est complètement faux. Mais si tu veux croire ça, crois ça, Yann, tu as le droit de croire ce que tu veux. Cependant, Florence n'est jamais tombée malade avec le tartare de bœuf que j'y fais. Ça fait plus que 4 ans que j'y en fais. Je suis jamais tombée Elle n'est malade. jamais tombée malade. Puis elle tombera jamais malade. Parce qu'il n'y a pas de danger. C'est stérile, le muscle, l'intérieur du muscle. Ce qui fait qu'il n'est pas stérile, là, je vais te le dire, là, puis je l'ai expliqué en live l'autre jour, je ne sais pas si tu es encore là. Ce qui fait que c'est dangereux, c'est que quand tu coupes le bœuf en petits morceaux, plus tes morceaux sont petits, plus les bactéries se développent rapidement sur les petits morceaux. Les bactéries se développent de l'extérieur vers l'intérieur et non de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui fait que l'intérieur de ton muscle est stérile. Quand tu prends des petits morceaux de bœuf, comme du bœuf haché, eh bien, il est automatiquement plus stérile pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que dans une épicerie, ton bœuf haché, là, c'est voyons, ils appellent ça comment, des retailles. Quand ils font leur steak et leurs choses, eh bien, les retailles qui sont pas bonnes, ils les mettent dans des bacs pour plusieurs heures. Ils les mettent au frigo, ces bacs-là. Puis plusieurs heures plus tard, quand il y a assez de retailles, ils vont hacher ces retailles-là, ce qui fait du bœuf haché. Donc, c'est déjà des petites retailles que les bactéries sont poignées. Ensuite, ils vont le hacher directement en viande hachée. Et ces petits morceaux-là vont se multiplier en termes de bactéries rapidement encore plus. C'est pourquoi il y a déjà des E. coli et des bactéries hautement dangereuses pour le corps humain dans ces bœufs hachés d'épicerie. Par contre, lorsqu'on le fait cuire, les bactéries telles que le E. coli disparaissent, mais pas les toxines. C'est pourquoi on ne peut pas manger un bœuf avarié que ça fait plusieurs jours, qui est dans un frigo, parce que ça tue la bactérie, mais pas la toxine. Bon, maintenant, quand on achète un morceau de viande, une pièce de viande, comme par exemple de l'intérieur de ronde, qui est une grosse pièce de viande, l'intérieur est stérile pour les raisons que j'ai mentionnées. Les bactéries sont à la surface. On ne doit jamais prendre l'extérieur pour le hacher et le faire en tartare parce qu'il y a des risques avec les bactéries. Mais si tu prends l'intérieur, que tu enlèves 1 ou 2 cm de l'extérieur, et que tu prends l'intérieur, que tu le découpes en petits cubes, et que ces petits cubes-là, tu les fais hacher, si tu les manges dans un délai de 10 minutes après l'avoir haché, il n'y a aucun risque au niveau sanitaire. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. Si tu ne me crois pas, tu peux toujours aller regarder avec ton ami ChatGPT ou appeler un boucher ou quelqu'un qui s'y connaît pour vrai et non un pseudo-spécialiste du tartare sur TikTok. Tout ce que je dis, D'ailleurs, je vais en remanger ce matin. tout ce que je dis, là, c'est des vraies choses. Vous pouvez vérifier. C'est drôle, vous m'accusez tous d'être un petit Joe connaissant, mais quand vous regardez, ben, vous allez vous rendre compte. Voyons, quand vous allez regarder les sources et vous allez demander aux vrais spécialistes, vous allez vous rendre compte que tout ce que je dis est tout à fait vrai. Eh oui. C'est pas parce que je suis condescendant, c'est parce que j'ai raison, parce que quand je parle d'un sujet, c'est un sujet que je maîtrise. Sinon, je ne le dis pas. Et le Florence qui a eu mal au ventre et qui a vomi, ce n'est pas dû au tartare. C'est dû au truc piquant qu'elle a mangé. Ça l'a un petit peu déstabilisé son estomac. Le tartare, elle l'a mangé au matin, et le truc qu'elle a vomi, elle l'a vomi même pas 1 heure après avoir mangé le truc épicé. Le carré épicé. Mais comme il y en a un qui dit elle pourrait manger de la merde, que ça nous concerne pas, tu sais, c'est pas de vos affaires. Non, mais quand même, je veux vraiment quand même prendre le temps de répondre à tous ces détracteurs-là, parce qu'ils disent n'importe quoi. Il n'y a aucun risque à manger du bœuf comme ça, si c'est du bœuf que vous hachez vous-même. Ou que vous coupez au couteau vous-même.
aux conditions que je vous ai énumérées précédemment. Et Yann, je n'ai pas changé ma version suite à ton... Il est mute, il y a quelqu'un qui l'a mute. Là? Non, tantôt. Et je n'ai pas changé ma version par rapport à ton live. Puisque si je ressors le live où j'ai coupé le bœuf haché à Florence, j'expliquais exactement ce que j'explique en ce moment. C'est quelque chose que je savais déjà. C'est comme de dire qu'à l'épicerie, le bœuf qui est brun à l'intérieur est pas bon, qui est comme brun-gris. Il est tout à fait comestible, c'est de l'oxydation. Tu peux avoir un bœuf qui est frais, puis à l'intérieur, il va être tout rouge au complet. OK, ton bœuf va être tout rouge au complet. Puis à l'intérieur de la motte, quand tu le rouvres, si tu regardes, eh bien, c'est devenu comme brun. Ça, c'est le même principe que la saturation. Quand tu manques d'oxygène, là, tes doigts deviennent bleus. Eh bien, comme qu'il y a beaucoup de fer dans la viande, si la ferritine n'est pas en contact avec l'oxygène, elle désature. Ce qui fait que ça devient brun. Mais ça ne veut pas dire que la viande est de mauvaise qualité. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas fraîche. Ça veut juste dire qu'elle a désaturé. D'ailleurs, si vous faites une expérience intéressante, si vous remettez la partie désaturée à l'air libre pour environ 1 heure, elle va redevenir rouge. Pas autant rouge qu'au départ, parce qu'il faut comprendre quand même que le bœuf est coupé, il est haché, il est plus vivant, mais il va retrouver une certaine rougeur. Ce n'est pas dangereux. De toute façon, une viande qui n'est pas bonne, ça ne se voit pas, ça ne se goûte pas, ça ne se sent pas. Les bactéries se multiplient. C'est invisible, inodore. Bien sûr que les toxines, elles, sont très malodorantes. Une toxine, ça pue. C'est pour ça qu'on dit quand une viande, ça pue, on ne la consomme pas. Parce que si elle pue, c'est qu'il y a des bactéries qui se sont développées. Mais les petits virus, là, les petites E. coli, les petites listérioses, etc., elles ne goûtent pas rien, ne sentent rien, ne se voient pas. Donc, je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui tente de m'obstiner, là, mais c'est des sujets que je maîtrise à la perfection. La salubrité alimentaire, là, je fais vraiment extrêmement attention à ça. Alors, si je donne à Florence du bœuf cru, c'est qu'il est tout à fait sécuritaire. Parce que sinon, on peut développer la maladie du hamburger, qui est très dangereuse. C'est quoi déjà, quand, tu sais, il y avait une affaire qu'on pouvait avoir des vers, là. Des vers... Quand tu mangeais du bœuf ou je sais pas quoi, comment que ça se manifeste, ça? Ben, c'est parce que, au Canada, la MAPAC s'assure avec l'inspection des aliments, là. Attends, c'est l'Agence des inspections des aliments. En tout cas, ils s'assurent que la viande soit de qualité. Normalement, la viande ici est de qualité. Par contre, il se pourrait que dans certains lots de viande, il y ait des petits micro-œufs. Et si la viande n'est pas cuite correctement, bien, les micro-œufs des vers intestinaux sont là. Et tu peux développer la ténia, un ver solitaire, notamment par exemple. Mais ça, il faut que la viande soit d'abord contaminée. Ce qui n'est pas le cas nécessairement. Sauf que si ta viande est bien cuite, il n'y a pas de danger. Il n'y en a pas beaucoup des lots de viande contaminés avec ces choses-là au Canada. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Tu peux compter ça sur les doigts d'une main. C'est extrêmement rare. On est un des marchés les plus salubres au monde au Canada, au niveau des aliments. Merci Jean-Yves pour le cadeau. Oui, c'est sûr qu'il peut y arriver des incidents, mais ils sont extrêmement isolés. On n'est pas en Afrique ici, là. Il y a des normes d'hygiène. Merci Véronique pour la fleur d'ensemble. Vous voyez, je maîtrise parfaitement mon sujet. Et tout ce que je vous dis, c'est pas des conneries. Allez le googler. Allez le googler. Allez sur Google. Tu sais, ici. Ben, il a jamais dit ça, Ariane. Il y a quelqu'un qui dit Flo, pourquoi tu trouves ça normal que ton chum te dise ta gueule sans respecter là-dedans? Il a jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Tu sais qu'elle sort ça, cette femme-là. Je sais pas, lui. Une frustrée de la vie ou quoi? J'ai jamais dit ça. Ou est-ce que j'ai dit quelque chose qui ressemble à ta gueule?
C'est compliqué, celle-là. Merci, Roche, pour le cœur d'équipe. Invente des trucs pour te nuire. Ah, c'est ça. Voyons, j'ai jamais dit ça à ma femme. J'y ai jamais dit ta gueule de toute ma vie. Il a jamais dit ça, Marc, il prend soin de Florence. Oui. Ben oui, je prends soin de Florence. Je suis pas parfait, là, mais j'ai pas dit ta gueule à Florence. Il est pas pire, c'est ta gueule. Voyons, qu'est-ce qu'on peut plus inventer? Qu'est-ce qu'on va encore inventer pour me nuire? Il y en a un qui me fait rire, il dit « Sois pas modeste, Marc, tu es parfait. » Non, je suis loin d'être parfait. Ça me fait rire. Non, mais ça, c'est encore un commentaire méchant. Ah. Je suis loin d'être parfait. Mais ce que je le sais, par exemple. Arrêtez de me dire que j'ai tort, puis allez faire vos vérifications, puis revenez après. Mais attention, vos vérifications, faites-le avec quelqu'un pas quelqu'un qui connaît ça sur TikTok. Allez faire vos vraies recherches. Lâchez-moi les spécialistes de TikTok qui connaissent absolument rien. Les Mégane Lalonde et toutes ces affaires-là sur TikTok, là, c'est pas des spécialistes, là. Bon matin, Marie-Amel. Oublie pas de bloquer tes mutes, hein, chérie? Ah, c'est ça que je fais depuis tantôt. Chloé en demande, oui. Quoi? Chloé en demande, est-ce que tu peux nous parler de cardiologie? C'est complexe, la cardiologie, ça dépend qu'est-ce qu'elle veut savoir. Je sais pas tout de la cardiologie, mais j'en connais un bon rayon, mais qu'est-ce qu'elle veut savoir sur la cardiologie? On va y aller comme ça. Qu'est-ce qu'elle veut savoir sur la cardiologie? Si je connais la réponse, je vais lui dire. Si je ne connais pas la réponse, je vais lui dire aussi. Est-ce qu'il peut expliquer les attaques de cœur? Les crises de cœur, oui. C'est quoi une attaque de cœur pour toi? Donne un terme exact. Ça veut rien dire, une attaque de cœur. Ça veut rien dire. Ça peut être tout un arrêt cardiaque, une crise cardiaque, une crise d'arythmie. Qu'est-ce que c'est une attaque de cœur? Donne-moi un terme. Crise cardiaque. Une crise cardiaque, c'est très simple. Une crise cardiaque, c'est un infarctus du myocarde. En tant que tel, une crise cardiaque, c'est vraiment un schéma très simple. On a les artères qui sont partiellement bouchées par des plaques de cholestérol et de résidus, qui se logent au fur et à mesure. Et au départ, c'est sur les parois. Et plus il y a des résidus de graisse qui s'accumulent, plus ils vont s'agglomérer ensemble, allant jusqu'à boucher l'artère.
En tant que tel, c'est pas très dangereux. Ce qui est dangereux, en revanche, c'est quand l'accumulation bloque l'artère, ce qui fait que le cœur est privé d'oxygène. Ça, c'est alors qu'on appelle ça un infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, ça veut dire le myocarde, le petit os qui bat, qui donne l'impulsion au cœur, avec le nœud sinusal, est privé d'oxygène. Cette privation d'oxygène le fait mourir à petit feu et détruit ses foyers, les foyers cardiaques. Là, je le vulgarise vraiment pour que tout le monde comprenne. Et justement, c'est ça qui cause la douleur. Et pour compenser, évidemment, étant donné que le cœur reçoit moins d'oxygène et qu'il est moins capable d'effectuer son travail de pompe, parce qu'il ne reçoit plus le sang et les nutriments, eh bien, il va battre plus vite. En battant plus vite, il bat de moins en moins efficacement. Et c'est un petit peu comme un aspirateur qu'on bouche. Si vous prenez un aspirateur et vous mettez votre main devant, vous allez entendre, elle va forcer, elle va faire... Puis si on n'arrête pas, tout de suite de laisser la main sur la balieuse, elle va sauter, le moteur va sauter. C'est le même principe avec le cœur. C'est que le myocarde va mourir, le muscle du myocarde, et en même temps, ce faisant, va faire forcer le cœur de telle sorte à ce que ça conduise à un arrêt cardiaque et la mort des tissus cardiovasculaires. Ce qui, à terme, si ce n'est pas traité rapidement, devient irréversible. Si une crise cardiaque, et un jeune homme de 30 ans qui fait une crise cardiaque, c'est à 95% un décès. Puisque, en vieillissant, la vie est bien faite, les artères deviennent de plus en plus dilatées, ce qui fait que les personnes âgées sont plus susceptibles d'avoir des problèmes de pression artérielle, notamment des chutes de pression, et justement, le fait que les artères soient plus dilatées permet de justement sauver la vie d'une personne, poser des stents, etc. Une personne qui est jeune dispose d'artères extrêmement serrées, donc effectivement, c'est pour ça que les jeunes meurent plus des crises cardiaques que les personnes âgées. C'est littéralement l'usure qui sauve la vie des personnes qui sont âgées. Donc voilà comment se manifeste une crise cardiaque. Mais c'est quelque chose qui arrive subitement. Hein? C'est quelque chose qui est cumulatif, mais qui arrive subitement d'un coup quand l'artère se bloque. Et ça peut causer plusieurs symptômes différents, tels que des étourdissements, des serrements à la mâchoire, la sensation d'avoir le cœur dans un étau ou d'avoir un éléphant qui est assis sur nous. Ça peut causer des engourdissements, ça peut causer même des problèmes d'élocution dans certains cas. C'est vraiment quelque chose qui peut faire peur, mais lorsque vous respirez, que vous respirez très fort et que la douleur disparaît, si vous couchez et que la douleur se disparaît, c'est sûr qu'il faut quand même aller investiguer parce qu'on veut éliminer l'urgence, mais normalement, si on cesse un effort et que la douleur cesse, ce n'est pas une crise cardiaque. Parce qu'il y a aussi l'angine de poitrine, un hangar, qui est sensiblement la même cause qu'une crise cardiaque, mais moins avancée. Le hangar est réversible, la crise cardiaque ne l'est pas. C'est comme un hangar de l'angine de poitrine, c'est une crise cardiaque temporaire, si tu préfères. C'est que le sang se rend moins, mais il y en a encore qui se rendent. Tandis qu'une crise cardiaque, c'est lorsque l'artère est complètement bouchée. Donc, les symptômes se manifestent d'un coup. C'est surtout si, au repos, ça disparaît. C'est sûr, d'aller voir un médecin, c'est toujours une bonne chose, de faire un électrocardiogramme, d'éliminer les causes, de faire des tests de thromboponine sanguine pour être sûr que vous n'avez pas fait une crise cardiaque silencieuse, parce qu'il y en a des silencieuses aussi. Mais, si vous avez des symptômes, allez voir un médecin, c'est vraiment important. Votre vie, vous en avez juste une. Il y a Chloé qui dit « Peux-tu parler de l'anévrisme quand ma tante vient d'en mourir? » L'anévrisme, la horte, l'anévrisme. Bien, l'anévrisme, c'est pas dans le cœur. La horte, c'est le cœur. L'anévrisme, il me semble, toute proportion gardée, là, je suis pas sûr à 100% de ce que je vais dire, mais il me semble que l'anévrisme, c'est dans la tête. L'anévrisme, c'est en arrière de la nuque. C'est dans le cerveau. L'anévrisme, dans le fond, s'il se rompt, tu meurs d'un coup. Puis c'est parce que dans le cerveau, quand l'anévrisme éclate, un anévrisme, c'est une espèce de... Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme une poche de sang qui gonfle dans le cerveau. Et il n'y a pas de danger tant qu'il n'éclate pas. Ce qui fait qu'on meurt d'une rupture d'anévrisme, c'est que le sang, il se met à circuler dans le cerveau. C'est comme si tu échappes de l'eau sur un circuit imprimé qui a de l'électricité. Mettons dans ta machine, tu as une Nintendo Switch qui est connectée, puis tu vas prendre un verre de liqueur, tu renverses ça sur la Switch. C'est le même principe, ça induit un court-circuit. Ici, dans la rupture de l'anévrisme, ce qui est dangereux, c'est que comme le sang il se propage dans le cerveau, il va se mettre à coaguler dans le cerveau. Et c'est à ce moment-là que ça cause des graves problèmes. C'est comme un petit peu une hémorragie.
C'est ça qui est dangereux. Mais on peut s'en sortir d'une rupture d'anévrisme si c'est pris à temps et si le décès n'est pas subite. Mais la plupart du temps, une rupture d'anévrisme, si on s'en sort, va donner des séquelles très importantes. C'est très rare, très très rare qu'on va se sortir indemne d'une rupture d'anévrisme. D'habitude, à 90% du temps, c'est un décès soudain. Mais si tu as une rupture d'anévrisme, puis que tu n'es pas décédé du coup, tu pourrais manifester les symptômes suivants. Un mal de tête extrême, à 25 sur 10. Un mal de tête qui grandit de plus en plus. Une confusion, un évanouissement, un coma. Ça, c'est des symptômes extrêmement graves de rupture d'anévrisme. Il faut immédiatement aller solliciter des soins d'urgence. Et encore une fois, même si tu te rends à l'hôpital à temps, ça ne veut même pas dire qu'ils vont être capables de te sauver. C'est vraiment très complexe, une rupture d'anévrisme. C'est vraiment un décès à 9 fois sur 10. Marc, peux-tu nous expliquer le sarcome intracrânien? Je ne connais pas cette pathologie, je m'excuse. Je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Mais la rupture de la aorte, c'est un petit peu la même chose qu'une rupture d'anévrisme, sauf que la aorte, c'est dans le cœur. C'est dans le système cardiovasculaire. L'anévrisme, c'est le système cérébrovasculaire, c'est dans la tête. Tandis que la aorte, c'est dans le système cardiovasculaire qui est dans le cœur. Peux-tu nous parler, attends une minute, de la loi C-332 du Code criminel? La loi qui n'existe pas encore, sur le contrôle coercitif, plus de détails à venir parce qu'en l'état des choses, la loi ne passe pas le Sénat, je vous le garantis. Il va falloir que la loi soit amendée, qu'elle soit abrégée, abrogée, je veux dire, excusez-moi les termes. Il va falloir qu'il y ait des amendements, des abrogations. Dans l'état actuel des choses, elle est contre la Charte des droits et libertés. Donc, je ne m'inquiète même pas avec cette loi pour l'instant. C'est pas parce qu'un gouvernement décide une loi qu'elle est... Écoutez, il faut comprendre comment ça fonctionne. Le gouvernement après Trudeau... ça, il y a ça que Elsa veut savoir. Oui, je vais en parler après, mais okay. Garde le commentaire dans ta tête. Le gouvernement Trudeau pourrait décider que ça devient légal de tuer tout être humain qui nous fâche, avec un couteau, entre minuit et 6 heures du matin. Le gouvernement peut le voter, il est élu pour ça, il a le droit de voter les lois qu'il veut. Cependant, il y a un garde-fou qui s'appelle le Sénat. Le Sénat, c'est les gardiens de la Charte des droits et libertés. Le Sénat doit voter et approuver que la loi, elle est légale. En fait, le Sénat n'a pas le droit d'invalider une loi parce qu'il ne l'aime pas. Il faut... c'est pas le pouvoir du Sénat. Normalement, à 99% du temps, le Sénat font juste appliquer un sceau pour approuver la loi. C'est tout. Mais ça arrive que des lois sont inconstitutionnelles et illégales. Sinon, on serait dans une dictature. Le premier ministre déciderait n'importe quoi, puis n'importe quoi se ferait n'importe comment. On n'a qu'à penser à quand Justin Trudeau a légalisé le cannabis, par exemple. Lorsqu'il a légalisé le cannabis, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu le Sénat qui s'est penché sur la question, si c'était légal, si c'était constitutionnel, et ça a pris plusieurs années. Le cannabis, si je ne m'abuse, a été légal à partir de 2018. Or, en 2015... ou 2016, Justin Trudeau avait dit qu'il décriminaliserait le cannabis. Soyez assurés que n'importe quelle loi qui va être votée sera toujours étudiée par le Sénat pour que ça corresponde aux droits et libertés, pour éviter toute dérive. Bon, je vais le dire pareil, cannabis, cannabis, cannabis. Bon, ceci étant dit, il n'y a pas de problème de dire cannabis, il n'y arrivera rien. Cannabis, prostitution... pornographie, il n'y a rien qu'on va dire que TikTok va bannir, c'est un mythe. OnlyFans, sexualité, masturbation. Bon, le Sénat va approuver la loi, mais pas la loi sur le contrôle coercitif pour une raison bien simple. Qui est garant du contrôle coercitif? Quelle dérive ça va pouvoir apporter au domaine légal? Qu'est-ce qui appartient au domaine de la santé mentale? Qu'est-ce qui appartient au domaine de la criminologie? Il faut vraiment que le Sénat se penche sur la question et ils vont le faire, c'est leur mandat. Donc, effectivement, le Sénat ne validera pas la loi telle qu'elle est. Il va valider la loi si c'est bien balisé, si c'est bien encadré. Or, j'ai bien lu le projet de loi. Le projet de loi n'est absolument pas balisé. Ça rouvre la porte à beaucoup trop d'injustices qui vont à l'encontre de la Charte des droits et libertés canadienne. Alors non, la loi, c'est que tu as dit, ne sera pas appliquée. Il va falloir, pour l'appliquer, qu'elle soit amendée et qu'elle soit abrogée. Sinon, dans l'état actuel des choses, elle ne sera pas votée. Je vous parie ce que vous voulez. Maintenant, la tachycardie sinusale, c'est bien ça? Oui. Tachycardie sinusale, c'est quand le cœur accélère avec la respiration. C'est une anomalie cardiaque
mais que tout le monde possède. Si tu veux l'avoir, tu n'as qu'à prendre ton doigt, puis prendre un saturomètre, ou prendre ton pouls sur la carotide ici, ou sur le poignet, et respire vite. Inspire, ton cœur va accélérer un petit peu. Expire, ton cœur va ralentir. Tachycardie sinusale, c'est juste le terme qu'on donne à tout le monde pour dire qu'il y a une accélération cardiaque qui est pas d'origine pathologique, mais qui est surtout liée à la respiration. Ce n'est pas 100% des individus qui vont avoir des tachycardies sinusales extrêmes, mais il y a des personnes qui sont plus susceptibles d'en avoir. Moi, j'en ai beaucoup des tachycardies sinusales. Non, ça c'est arythmie sinusale, excusez-moi. J'ai confondu. Tachycardie sinusale, c'est quand le cœur il se met à battre extrêmement rapidement, mais pour quelque chose de complètement physiologique. Si par exemple tu prends une substance comme de la drogue, bien là, à ce moment-là, ton cœur va battre vite. Ça peut correspondre à ta tachycardie sinusale induite par une substance. Si tu es assis et tu as un stress puis que le cœur bat plus vite, c'est de la tachycardie sinusale. Tachycardie sinusale veut simplement dire que ce n'est pas pathologique, que ça bat juste plus vite tout simplement, qu'il n'y a pas de danger. C'est pas une tachycardie ventriculaire ou une tachycardie de d'autres types qui à ce moment-là sont extrêmement dangereuses. Mais pour revenir à... parce que j'avais le mot sinusale et le mot arythmie dans la tête. L'arythmie sinusale, c'est quand on respire que le cœur augmente, qu'on expire que le cœur réduit. Tant qu'à la tachycardie sinusale, c'est juste une augmentation du rythme cardiaque qui vient du nœud sinusal et non des oreillettes ou des ventricules. C'est vraiment le nœud sinusal qui est le chef d'orchestre qui fait battre le cœur avec le myocarde, qui donne les impulsions électriques. S'il fait juste un peu plus vite, c'est comme un métronome qui, au lieu de faire bip, bip, il va faire bip, 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 bip. La tachycardie sinusale se replace d'elle-même, peu importe le contexte. Alors voilà. Je m'excuse. Ben là, je vous ai donné deux définitions avec l'arythmie sinusale et la tachycardie sinusale. C'est deux sujets fort impressionnants. À ne pas confondre avec une tachycardie ventriculaire qui correspond littéralement à un arrêt cardiaque. Parce que la tachycardie ventriculaire, c'est quand les ventricules se mettent à battre de façon désordonnée, de telle sorte que ça bat tellement vite que le système de pompe du cœur devient complètement déficient et ne pompe plus le sang du tout. Alors, la personne s'évanouit rapidement et si on n'a pas une défibrillation, c'est la mort. C'est l'équivalent d'un arrêt cardiaque. Et le défibrillateur, en passant, là, pour les mythes, là, c'est pas pour repartir un cœur qui est arrêté. Le défibrillateur ne repartira jamais un cœur arrêté comme dans les films. Le défibrillateur inverse une fibrillation. Ça le dit, défibrillateur. C'est pourquoi, lors d'un arrêt cardiaque, on ne pose pas les électrodes et on ne donne pas un choc. C'est pourquoi on fait un massage cardiaque. En faisant le massage cardiaque, on écrase le cœur pour le forcer à faire son rôle de pompe naturelle. Et avec de la chance, le nœud sinusal va se réveiller et donner des impulsions. À partir du moment où les impulsions sont très faibles, peu importe, c'est là qu'on donne les chocs les chocs avec le défibrillateur et on calcule ça en joults. C'est des joults. Tout dépendant le degré, on va y aller avec des joults de voltage différents, ce qui va redémarrer le cœur, en quelque sorte, et repartir sur une pulsation plus normale. Malheureusement, un arrêt cardiaque, c'est dur à ramener, généralement. Là. Puis quand on masse le cœur, si jamais vous voyez quelqu'un s'effondrer, il faut vraiment mettre vos mains, les paumes, sur la poitrine et ne vous gênez pas de peser. Il faut peser au rythme de Stayin' Alive. Ah, 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 Stayin' Alive, Stayin' Alive. Ah, ah, faut faire comme ça. Puis à chaque période de 20 secondes comme ça, on continue de masser et on s'en vient pincer le nez, mettre la bouche et souffler pour que l'air, il y ait une certaine quantité d'oxygène qui se rende au poumon. Parce qu'on se rappelle que l'arrêt cardiaque en soi, et je sais ce que je vais dire, ça paraît complètement fou, l'arrêt cardiaque en soi est inoffensif. C'est pas l'arrêt cardiaque qui tue. Le cœur qui arrête, pas dangereux. C'est parce que quand le cœur arrête, l'oxygène ne circule plus dans le corps et c'est le cerveau qui est privé d'oxygène. En soi, un arrêt cardiaque, si ça ne privait pas le cerveau d'oxygène, ce serait pas si grave. Mais comme la personne s'évanouit d'un coup, ne peut plus rien faire et est privée d'oxygène, le sang ne circule plus, les organes ne sont plus nourris en oxygénation et en nutriments, c'est ça qui est dangereux. C'est surtout ça. C'est pour ça qu'on dit qu'à chaque minute, on perd 10% de chances de survie. C'est ça qui est extrêmement dangereux. Après ça, si vous voyez quelqu'un en arrêt cardiaque, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. C'est une urgence absolue. Il faut immédiatement faire un massage cardiaque. N'ayez surtout pas peur de casser les côtes d'une personne.
vous ne serez pas tenu responsable. Mieux vaut avoir des côtes cassées, mais avoir fait tout ce qu'on peut pour ramener une personne, que de rien faire parce qu'on a peur d'y faire mal et de perdre une personne. Vous ne serez pas poursuivi, c'est ce qu'on appelle la loi du bon samaritain. Oui, je suis une encyclopédie de connaissances, hein? Ouais. Enfin, bref, je retourne à mes patates. Sauf si vous avez d'autres questions, je vais répondre à toutes vos questions. Vous pouvez aller voir n'importe quel spécialiste, il va vous dire exactement ce que je vous dis. Et comme vous avez vu, je n'ai pas besoin d'être sur Google. Je me mets devant vous pour que vous voyez que c'est mes connaissances dans mon cerveau. Et que ce n'est pas induit par quelque chose que je lis. Qu'est-ce qui cause un surplus d'électricité au centre du cerveau? Quoi? Qu'est-ce qui cause un surplus d'électricité au centre du cerveau? Ah, très bonne question, t'essaies de me coincer. Une décharge électrique au niveau du cerveau, c'est à 99% du temps de l'épilepsie, mon cher. C'est de l'épilepsie, eh oui. C'est l'épilepsie qui on appelle une surcharge électrique au cerveau, qui cause un bug au niveau du cerveau, qui cause une perte de conscience quasiment subite. Et après ça, ça fait en sorte que les membres font des convulsions de façon désordonnée parce qu'il y a une tempête électrique au niveau du cerveau. Donc, à la majorité du temps, une quantité excessive d'électricité au cerveau, une décharge électrique, est due à une crise d'épilepsie. Merci pour la question. J'ai bien aimé que tu essaies de me piéger. J'adore parler de la santé. Marc, peux-tu parler de l'Ebola? L'Ebola? Mais oui, l'Ebola. L'Ebola est une maladie originaire d'Afrique qui est mortelle. Et la simple raison pour laquelle elle est mortelle, c'est que le sang, la peau n'assure plus sa porosité. Elle ne devient plus imperméable. C'est-à-dire que le sang sort de la peau, tout simplement. C'est comme si le corps devenait tout en tissu et que le sang sortait par la peau, tout simplement. Les personnes meurent au bout de leur sang. Je le vulgarise, là. Je le vulgarise pour que vous compreniez. Mais c'est ça, l'Ebola. C'est une maladie extrêmement grave. Voyez comment j'ai des connaissances? Après, vous dites que je suis pas intelligent. J'adore quand les gens essaient de me coincer. C'est ce que j'aime le plus. Quand ils me demandent des affaires, qu'est-ce qui cause... Parce que qu'est-ce qui cause une surproduction d'électricité au cerveau, une décharge d'électricité au cerveau? La question est mal posée pour me piéger. Parce que c'est pas qu'est-ce qui cause. C'est plutôt quelle est la cause de. La cause de, c'est de l'épilepsie. C'est pas qu'est-ce qui... En tout cas, la question était posée de telle sorte à me piéger. C'est ça que j'ai aimé. J'ai adoré. Merci pour la question. Quand on me pose des questions pour me piéger, j'aime ça. Penses-tu que Justin Trudeau, c'est le fils de Fidel Castro? Non. Justin Trudeau, c'est le fils de Pierre-Éliott Trudeau. Penses-tu que... Non, c'est pas ça que je veux dire. Marc, peux-tu nous parler de la fibrose kystique? Malheureusement, c'est un sujet que je ne connais pas. Je ne peux pas t'aider. Désolé. Parle de la rhabdomyose. La quoi? Rhabdomyolyse. Je sais pas ce que c'est. Je connais pas tout dans la vie. J'en connais beaucoup, mais je connais pas tout. Les choses sont extrêmement rares, j'ai tendance à un peu moins les connaître. Parle de la régophamorme. Mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est ces choses-là. Insuffisance surrénale d'abord. Insuffisance surrénale, c'est l'insuffisance des glandes surrénales. C'est quand les glandes surrénales sont plus capables de produire de cortisol et d'adrénaline. C'est une urgence en passant, hein? Une insuffisance surrénale. C'est une urgence extrêmement grave parce que le cortisol et l'adrénaline sont nécessaires à la survie. C'est les hormones du stress.
Généralement, les personnes qui stressent trop toute leur vie ont plus de chances de développer une insuffisance surrénale que les personnes qui sont plus calmes. Mais je vous le dis, c'est des hormones qui sont nécessaires pour la survie. Après ça, il y en a un qui voulait savoir c'était quoi un pervers narcissique. Ben, c'est la combinaison du pervers et du narcissique. Le narcissique, c'est le meilleur dans tout, il sait tout, il connaît tout, mais attention, pas quelqu'un qui sait vraiment des choses puis qui connaît vraiment des choses. Quelqu'un qui prétend savoir et qui est meilleur que tout le monde, qui ne fait jamais aucune erreur. Quelqu'un qui veut une image parfaite de lui. Quelqu'un qui va toujours manipuler les autres à son avantage et se servir des autres. Ça, c'est un narcissique. Le narcissique est le plus beau, le plus important, le plus merveilleux, c'est le plus. Le pervers, lui, c'est quelqu'un qui va, au contraire, détruire les personnes et prendre du plaisir à voir la destruction des autres. Vous pouvez remarquer, par exemple, Alex Wilson, qui va radoter de la merde sur des personnes, détruire des vies et jubiler de plaisir devant la destruction des vies des autres. Ça, c'est un pervers. Le narcissique, lui, c'est par exemple comme Donald Trump. Tout est de la faute des autres à 100%, ce n'est jamais lui, il est toujours parfait, il sait tout, il connaît tout. Mais qu'il n'y a pas de corrélation distincte. Le narcissique est une personne qui, à la base, n'a pas confiance en lui et va toujours aller prendre des personnes très vulnérables, va s'entourer des personnes extrêmement vulnérables pour asseoir sa domination. Mais le pervers narcissique, lui, c'est encore plus grave parce qu'il combine les mauvais côtés du pervers plus les mauvais côtés du narcissique. Donc, le pervers narcissique va choisir une proie qui est très faible pour la détruire, la démolir, la dominer. Et dans la famille du pervers narcissique et dans la famille de la proie, le pervers narcissique est vu comme la bonne personne qui n'a jamais rien fait de travers, la personne parfaite. Et lorsque la victime va dénoncer son agresseur à tout le monde, les personnes vont même jusqu'à aller dire « Voyons, c'est un merveilleux garçon que tu as entre les mains. » Tout le monde gagnerait à avoir une personne comme lui dans sa vie. Et pourtant, la victime pleure et n'est pas écoutée. Donc, le pervers narcissique est une personne qui est extrêmement bonne dans la manipulation, qui a un charisme indéniable, qui s'exprime extrêmement bien devant des foules. Mais le pervers narcissique, le narcissique n'est pas une personne qui a des compétences réelles. Il va prêcher le faux pour savoir le vrai, et justement, il va manipuler autrui pour arriver à ses avantages, à ses buts et ses objectifs. Il va un peu se servir des humains comme des pions, si tu préfères. Après ça, il y en a qui veulent savoir le TPL. Le TPL, c'est le trouble de la personnalité limite. Ça, c'est un trouble psychiatrique qui est extrêmement spécial. C'est un petit peu comme de la bipolarité, mais sans les phases nécessairement de high. Le trouble de la personnalité limite, c'est comme s'il y avait plusieurs personnalités dans une personne, mais ce n'est pas un trouble de dédoublement de la personnalité. C'est vraiment un trouble au niveau des humeurs. C'est-à-dire que ils vont vivre leurs émotions de façon beaucoup plus intense que la majorité des gens. Et souvent, ils vont avoir des difficultés relationnelles avec les autres parce que quelqu'un qui est trouble de la personnalité limite ne s'endure plus la plupart du temps. Il peut avoir 5 minutes où tout va bien, les 5 minutes suivantes, c'est la fin du monde, puis 5 minutes après, tout va bien de nouveau, 5 minutes après, elle veut se suicider, etc. C'est un trouble de stabilisation de l'humeur, surtout, je vous dirais. C'est un trouble psychiatrique, mais surtout, c'est un trouble où que les personnes vivent trop fortement leurs émotions et ont beaucoup de misère avec la gestion des émotions. Et la relation avec les autres, elle est difficile parce que souvent, ils sont incomprises, ils sont vus comme extrêmement intenses et sont mis de côté pour cette raison-là. C'est un trouble qui se soigne, mais qui ne disparaîtra jamais. On peut atténuer des symptômes avec des médications, notamment des neuroleptiques, style par exemple Seroquel. Le Seroquel la quétiapine d'ailleurs, est un excellent élément pour traiter les troubles de la personnalité limite. Cependant, ça ne fait pas disparaître les traits, ça ne fait que les atténuer. Mais c'est des personnes qui sont très vraies, les TPL. Si vous n'aimez pas la face, vous allez le savoir. Après ça, il y en a un qui voulait savoir... attends une minute. Puis là, je vulgarise parce que sinon, s'il fallait que j'explique à 100% chaque chose, j'aurais pas assez de temps. Le syndrome de Stockholm. Bon, le syndrome de Stockholm, c'est notamment lorsqu'une personne, par exemple, on va prendre un exemple bien simple, se fait kidnapper par un agresseur. Au départ, elle va se débattre et elle va vouloir s'échapper.
Elle n'aime pas son agresseur au départ, elle veut fuir son emprise. Et au fur et à mesure de l'isolement social, évidemment, parce que souvent des personnes qui sont kidnappées, qui sont enfermées, séquestrées, vont développer des sentiments d'amour pour la personne qui s'occupe d'elle et peuvent finir par tomber littéralement amoureuses de leur agresseur. Ou amoureux, parce que c'est autant femme que homme. Après ça, C'est un trouble complet. PTSD. BTSD. PTSD. PTSD. Ouais. PTSD. PTSD. Ben, je sais pas ce que ça veut dire. PTSD, ça peut dire vouloir plein de choses. Faut le nom complet. Je m'excuse de ne pas retenir des acronymes. Là. PTSD, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Stress post-traumatique. Problème de stress post-traumatique. Le stress post-traumatique est un problème extrêmement tabou. Vous avez, d'abord et avant toute chose, un événement déclencheur. Par exemple, un accident de voiture, vous avez fini coupé en deux. Bon, vous avez un choc. Vous avez été victime, vous avez été témoin d'une agression, un coup de couteau, un coup de fusil, une fusillade, nommez ce que vous voulez. Ça peut être tout et n'importe quoi. Quelque chose qui vous traumatise. Sur le coup, il y a deux possibilités. Possibilité numéro 1, votre cerveau emmagasine. Ben, il y a trois possibilités. Possibilité numéro 1, votre cerveau emmagasine et immédiatement après vous déclenche une phobie extrême, immédiate et une répulsion de cet événement, lié à l'amygdale qui est un petit peu le capteur de la peur dans le cerveau. Vous avez la deuxième possibilité où il ne se passe rien du tout. Puis il ne se passera rien du tout. Mais vous avez la troisième possibilité qui est la plus insidieuse et c'est celle qui arrive le plus souvent. Vous avez l'événement traumatisant. Sur le coup, pas de problème. Et vous vivez votre vie normalement, sans aucun trouble. Et tout d'un coup, 6 ans plus tard, coup de théâtre. Crise de panique. Cauchemar nocturne. Vous ne savez pas pourquoi. Eh bien, c'est le choc post-traumatique qui revient de plus belle. Eh oui! Même si vous poursuivez votre vie, votre cerveau n'a pas oublié. Et il va revenir, coucou, vous hanter. Et là, c'est extrêmement dérangeant, c'est extrêmement complexe à traiter parce qu'il faut beaucoup de thérapie, il faut beaucoup de psychothérapie, il faut beaucoup d'hypnologie parce que l'hypnose peut aider aussi. Ça prend un long travail sur nous-mêmes, ça prend des thérapies cognitivo-comportementales, ça prend peut-être même du EMDR, la technique d'hypnose avec les yeux, qu'avec un stylo, on bouge les yeux de gauche à droite d'une certaine façon en reprogrammant le cerveau. Donc, le trouble de choc post-traumatique, de stress post-traumatique, les vétérans de l'armée l'ont souvent. Ça peut modifier complètement une personne liée à la phobie, la peur et les stresseurs. Mais vraiment, ne croyez pas que ça n'arrive qu'aux autres. Je vous garantis, même si vous avez survécu à quelque chose de potentiellement stressant qui ne semble pas vous avoir dérangé, ça peut se manifester à tout moment par la suite. Après ça, le trouble de l'attachement. Bon, le trouble d'attachement, il y en a plusieurs, des troubles de l'attachement. On ne les mentionnera pas tous, mais la dépendance affective, ça peut être de l'anxiété de séparation, ça peut être de mal aimer sa partenaire. Il y a beaucoup de troubles de l'attachement. Donc, le trouble de l'attachement fait juste allusion à un déséquilibre ou un déséquilibre dans une relation, tout simplement. Ça peut être autant positif que négatif, le trouble de l'attachement, en termes pour une personne. Mais dans tous les cas, ça ne fait que blesser deux personnes. Ensuite, le TOC. Le trouble obsessionnel compulsif. Ah, ça, j'aime ça. On en a tous des troubles obsessionnels compulsifs. C'est un comportement qui est socialement inadapté, répétitif et exagéré. Comme par exemple, quelqu'un pourrait sortir de chez lui, verrouiller la porte et sortir pour aller à sa voiture puis se dire « Ah, j'ai peut-être pas verrouillé ma porte. » Revenir vérifier que la porte elle est barrée, retourner à sa voiture, revenir vérifier que la porte est encore barrée, retourner à sa voiture, revenir vérifier que la porte est barrée et ça, plusieurs dizaines de fois de suite parfois. Le trouble obsessionnel compulsif est limitatif parce que ça crée une fracture, ça crée un déséquilibre au niveau sociétal parce que ça détonne. Ça peut aussi être les personnes qui se lavent les mains, qui se désinfectent avec du Purell. Ils se désinfectent les mains une fois, puis à chaque fois qu'ils serrent les mains de quelqu'un, ils se désinfectent au Purell. Ça peut être des personnes... Le trouble obsessionnel compulsif, c'est littéralement une obsession qui est compulsive, ça le dit. C'est des habitudes qui sont exagérées. La personne ne peut pas, puisque c'est une compulsion. Une compulsion, c'est un comportement qu'on n'a pas le contrôle.
La fibromyalgie. Ah, la fibromyalgie, ça c'est le fun. La fibromyalgie, c'est, ben, je dis c'est le fun, c'est pas le fun pour les gens qui l'ont. La fibromyalgie, c'est littéralement le corps qui se met à avoir n'importe quel symptôme, pour n'importe quelle raison. Tout simplement. Ça peut être les mains engourdies, ça peut être des malaises, ça peut... on pourrait dire que c'est un petit peu un problème psychosomatique. Mais les personnes le vivent pour vrai. La fibromyalgie, ça peut s'apparenter aux crises de panique, si vous préférez. C'est un petit peu complexe à expliquer, mais c'est comme un mélange de crise de panique puis de problèmes psychosomatiques. Tout simplement. Les personnes vivent des malaises pour de vrai. C'est comme un problème somatoforme. C'est différentes appellations qui veulent dire à peu près la même chose. C'est des personnes qui s'écoutent beaucoup, qui subissent des symptômes et qui sont pas capables de... Ils perdent littéralement leur énergie, ils se sentent pas bien, tout simplement. Je le vulgarise vraiment beaucoup pour que vous compreniez, mais c'est plus profond que ça, là. Le paludisme. Ah, le paludisme, c'est une maladie, c'est vieux le paludisme. Je ne connais pas exactement tout, mais je sais que c'est une maladie. Je sais que c'est une maladie qu'on a éradiquée, il me semble. Mais je peux pas me prononcer sur quelque chose que je ne sais pas. Je connais pas le paludisme. Trouble de l'humeur. Bah, trouble de l'humeur. Il y en a plusieurs, hein. Le TPL, c'est un trouble de l'humeur quand on y pense. Le trouble de l'humeur, c'est littéralement tout ce qui touche l'humeur, la gestion des humeurs, la gestion des émotions, quand on y pense. Parle-moi du zygapophysaire. Je sais pas ce que c'est que ça. Je vais te parler de quelque chose, mais c'est une quelque chose que je connais pas. Quoi, ça t'impressionne-tu le niveau de connaissance que j'ai, puis que je suis capable de déblatérer n'importe quoi comme ça? Ouais, c'est Puis lui. tout ce que je dis est vrai, ils peuvent vérifier. La sclérodermie. Je ne sais pas, mais si on... Je vais y aller avec une hypothèse. La sclérodermie, ça ressemble à sclérose en plaques, ça semble être un trouble des plaquettes. Ça, c'est si je décompose le latin dans le français. Maintenant, je ne connais pas, mais ça ressemble à quelque chose. Dermie, c'est la peau, sclérose, c'est les plaquettes. Donc, est-ce que ça a un rapport avec les plaquettes sanguines et la peau? Probablement. Maintenant, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Je ne connais pas cette maladie, mais littéralement, si on déconstruit le latin, ça veut dire les plaquettes sanguines mélangées avec la peau. Donc, il doit y avoir quelque chose, dermie, ça doit être la peau. Le scorbut. Ah, le scorbut, ben oui. Le scorbut, c'est pas une maladie en soi. Le scorbut, c'est littéralement un manque de vitamine C. Lorsque vous ne mangez pas suffisamment de vitamine C, eh bien, vous allez avoir littéralement les lèvres qui vont pourrir. C'est le scorbut. Et c'est mortel. Très simple à résoudre, le scorbut. Ingérer de la vitamine C. Vitamine C, vous pouvez en trouver dans les oranges, vous pouvez en trouver dans les pommes de terre, notamment avec le potassium. Vous pouvez en trouver dans beaucoup d'aliments de la vitamine C. C'est pourquoi le scorbut est extrêmement rare. Mais le scorbut, Et la maladie MPOC. Ah, c'est la maladie pulmonaire obstructive constrictive. Le MPOC, c'est littéralement quand les poumons ne fonctionnent plus correctement. Ça peut être avec de l'emphysème, ça peut être sans emphysème, mais c'est littéralement quand les poumons sont finis, là. C'est des problèmes de bronchite chronique. C'est tellement de choses ensemble, cette maladie-là. En gros, on pourrait résumer un MPOC à une maladie dégénératrice des poumons qui amène souvent à une oxygénation artificielle, malheureusement. L'isostatisme. Ostratisme? Non, c'est... L'isostatisme. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être mal orthographié, je ne comprends pas. Après ça, l'autisme. L'autisme est une forme de divergence neurotypique. C'est de la neurodivergence. C'est un trouble. C'est pas une maladie. C'est un trouble. C'est une différence. Je pourrais vous le résumer comme tel. C'est comme un ordinateur Windows et un Mac. Les deux vont sur Internet, mais différemment. Les personnes qui sont autistes sont souvent des personnes extrêmement intelligentes. Il y a plusieurs types d'autisme. Il y a le niveau Asperger qui est le haut niveau, puis vous avez des types d'autisme qui sont extrêmement basses, qui malheureusement font que la personne elle est dysfonctionnelle. C'est juste un mode différent du cerveau. C'est la façon de fonctionner du cerveau qui est un petit peu différente. C'est pas une maladie. L'autisme est vraiment un trouble. La sclérose en plaques. La sclérose en plaques, c'est une maladie qui nécessite des gros traitements. Je sais que c'est une maladie qui nécessite des très gros traitements et que ça fait des plaques rouges sur le corps. C'est tout ce que je sais pour la sclérose en plaques. Je crois que ça prend de la chimiothérapie pour la guérir, mais peut-être que je dis des bêtises, là. Fiez-vous pas à ce que je dis à 100% pour la sclérose en plaques, mais je sais que c'est une maladie qui est grave, par contre.
J'ai déjà entendu ça, la sclérose en plaques, mais je me suis pas vraiment renseigné sur ça. La dyspraxie. Dyspraxie. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis désolé de ne pas le savoir. J'aimerais le savoir puis vous le dire, mais je ne le sais pas. Je suis désolé. Le glaucome. Le glaucome est une maladie des yeux. Littéralement, un glaucome, c'est une maladie qu'on développe et qui reste pour le reste de la vie, tout simplement. Le glaucome peut faire en sorte que la pression de l'œil augmente, de telle sorte que ça nécessite d'aller perforer un petit trou au niveau de l'œil directement. Et ça fait rebaisser la pression. C'est littéralement une pression dans l'œil. Et ça peut donner l'œil rouge, l'œil luisant. Ça nécessite des traitements à vie, tout simplement. C'est un problème au niveau de l'œil, le glaucome. Ça ne se guérit jamais. Ça peut se développer n'importe quand. Si on ne le traite pas correctement, ça peut causer la cécité. Ça veut dire la perte de la vision. Après ça, la schizophrénie. Ah, ben la schizophrénie, c'est facile, Florence, elle l'a. Donc, la schizophrénie est une maladie mentale grave qui permet, lorsque la personne fait une psychose, de ne plus être en contact avec la réalité de façon totale ou partielle. Ça peut aller avec des symptômes positifs, des symptômes négatifs. Des symptômes positifs, ça ne veut pas dire « yes sir, on s'amuse ». Ça veut dire qu'ils s'ajoutent à la réalité. Puis des symptômes négatifs, ça veut dire qu'ils s'enlèvent à la réalité. Par contre, par exemple, si Florence met sa main dans le feu en psychose puis qu'elle ne ressent pas la brûlure, la perte de sensibilité, on dit que c'est un symptôme négatif. Si par exemple elle entend une voix, c'est quelque chose qui s'ajoute dans sa réalité, donc c'est un symptôme qu'on dit positif. Donc il faut vraiment les comprendre comme ça, positif égale ajoute, négatif égale enlève. L'isolement est un symptôme négatif. Entendre des voix, avoir des hallucinations, sentir des odeurs, imaginer des concepts qui ne sont pas réels, avoir des croyances différentes, se croire invincible, ou croire qu'on est empreint d'une mission divine, faire une mission XY pour sauver l'humanité, par exemple tuer quelqu'un qu'on aime. La personne est effrayée à l'idée d'être en psychose. Elle ne sait pas qu'elle est en psychose, la personne, et c'est ça qui est le plus dangereux, c'est qu'elle ne le sait pas. Donc la schizophrénie, c'est une maladie qui est extrêmement triste. Ça se soigne avec des neuroleptiques extrêmement puissants, des antipsychotiques. D'ailleurs, neuroleptiques, c'est la même chose, c'est juste une autre appellation. Les antipsychotiques tels que du Haldol, du Seroquel, du Risperdal, il y en a beaucoup de classes différentes. Avant, on les enfermait dans un institut. Aujourd'hui, on est capable, grâce à l'avancée de la science, de rééquilibrer ce qui cause la psychose. Et la psychose est causée par une libération trop rapide de dopamine dans le cerveau, tout simplement. C'est un déséquilibre neurochimique. Cardiopathie ischémique. Ischémique, cardiopathie ischémique. Cardiopathie ischémique, un accident ischémique. C'est un petit peu comme une crise cardiaque. Un AIT, un accident ischémique transitoire. Vois-tu, c'est un infarctus du myocarde. Littéralement. Tu as deux types d'ischémie. Tu as le AIT, le accident ischémique transitoire. Tu as aussi comment ça s'appelle, le AVC, l'accident vasculaire cérébral, qui est un infarctus cérébral. Le AIT, c'est un problème au niveau cardiovasculaire, tout simplement. C'est comme en fait, c'est la même chose qu'une crise cardiaque, quand tu y penses. Ça revient au même. Marc, je dors moins, est-ce que je manque de fer? Non, le fait de ne pas dormir ne retire pas de fer. Le fait de ne pas dormir peut augmenter le stress dans la journée, peut augmenter l'appétit, donc la prise de poids, peut modifier la façon que ton corps absorbe le sucre. C'est pourquoi tu manges plus de cochonneries sucrées et grasses quand tu dors moins. Le manque de sommeil peut aussi accentuer les émotions négatives comme la dépression, la tristesse. Ça peut augmenter de façon drastique le rythme cardiaque, surtout en départ d'après-midi. Et si c'est de façon répétée, ça peut causer des dommages plus ou moins importants sur la santé. Mais
de temps en temps, d'avoir de la misère à dormir. Tout le monde a ça dans sa vie. Ça ne pose aucun problème pour la santé. Mais pour répondre à ta question, non, ça ne modifie pas le taux de fer dans le sang. Ce qui peut modifier le taux de fer dans le sang, c'est un problème, notamment un problème hémorragique. Par exemple, une femme qui est dans ses règles, qui a trop de sécrétion sanguine au niveau du vagin. Donc, la perte sanguine, le fer se retrouve dans le sang, donc le nouveau sang qui va se refaire n'aura pas de fer à l'intérieur, ce qui peut créer justement une déficience, une carence en fer. Vous avez aussi un apport insuffisant en protéines, comme par exemple, vous avez le fer dans la viande rouge, vous en avez aussi dans les légumineuses, dans plusieurs aliments végétaux, comme le soya par exemple. Si vous n'en consommez pas suffisamment, vous allez avoir un déséquilibre de ferritine, qui est le fer. Donc, vous devez consommer suffisamment de fer et vous devez ne pas avoir d'hémorragie. C'est les deux causes principales de débalancement au niveau du fer. Le sommeil n'influe en aucun cas. Vous avez aussi la troisième possibilité, qui est un problème au niveau de l'absorption des nutriments, avec votre intestin littéralement, qui va faire en sorte que vous n'absorberez pas nécessairement les nutriments, mais là, à ce moment-là, vous auriez une perte de poids, vous maigririez, il y aurait une modification au niveau de vos selles, vous vous en rendriez compte. Là. Ce ne serait pas en fantôme. Donc à ce moment-là, c'est sûr que vous vous rapprocheriez d'un médecin. Mais les causes qui sont plus invisibles, une hémorragie interne que vous ne pouvez pas voir, qui est minime, ou un apport insuffisant en fer, ça c'est deux très bonnes sources d'insuffisance au niveau du fer. La narcolepsie. La narcolepsie, très intéressant. La narcolepsie est une maladie qui fait que la personne peut s'endormir à tout moment, spontanément comme ça. La narcolepsie est une maladie qui n'est pas grave en soi, mais les personnes narcoleptiques ne doivent surtout pas conduire parce que si elles conduisent, elles peuvent littéralement s'endormir subitement au volant. C'est littéralement l'incapacité de rester réveillé pendant de longues périodes. Ah, vous allez essayer de m'avoir avec celle-là, hein, petit coquin? Eh oui, narcolepsie. Mais petit coquin. L'adénomyose. Je me connais. L'adénochrome. Je connais pas. Je connais pas. Les complications néonatales. Ah, néonatal. Je ne sais pas. J'aurais envie de répondre, mais je ne sais pas. Ça doit sûrement avoir rapport avec les complications avant l'accouchement. La sclérose latérale amyottique. Je ne sais pas. Le cancer de l'utérus, ça se soigne-t-il? Tous les cancers se soignent. Tous les cancers se soignent. Mais le cancer de l'utérus, le cancer de l'utérus, généralement, on n'essaye pas de donner... normalement, on ne donne pas des chimiothérapies. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on retire l'utérus tout simplement. Puisque l'utérus est un organe qui sert essentiellement à la reproduction. Donc, il peut être retiré sans danger pour la vie. Alors, c'est sûr qu'on peut complémenter avec un peu de chimio, un peu de radiothérapie, mais essentiellement, c'est de retirer l'utérus. Donc, est-ce que ça se soigne? Oui. À condition qu'il n'y ait pas eu de métastase partout dans le corps, parce que là, ça devient plus complexe. La prééclampsie. Je connais pas. L'insuffisance rénale. Ben, l'insuffisance rénale, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Vous avez des insuffisances rénales aiguës et vous avez des insuffisances rénales chroniques. L'insuffisance rénale chronique peut passer inaperçue, jusqu'à ce que vous ayez un certain pourcentage de vos reins qui se mettent à ne plus fonctionner. Souvent, les personnes vivent une vie tout à fait normale en insuffisance rénale chronique. Quand ça devient aigu, le chronique, ça évolue dans le temps. Quand ça devient trop évolué, là, à ce moment-là, ça prend de la dialyse. La dialyse, c'est comme, on filtre votre sang 2 ou 3 fois par semaine, 3 ou 4 fois par semaine, dans un centre d'hémodialyse. Littéralement, on va filtrer votre sang, on va retirer les urines et les toxines du sang, et on va réinjecter votre sang. C'est extrêmement épuisant, ça dure 2 ou 3 heures une hémodialyse, c'est vraiment pas drôle. Et malheureusement, c'est pas éternel, ça ralentit le processus de décès, mais il y a beaucoup de contre-indications. Après ça, on ne peut plus boire le nombre d'eau qu'on veut, on ne peut plus manger tout ce qu'on veut. Il faut faire extrêmement attention. Dans l'insuffisance rénale aiguë, c'est une insuffisance rénale qui... Les reins cessent de fonctionner d'un coup, c'est d'un coup, et c'est fatal s'il n'y a pas de traitement rapidement. 24 heures, puis t'es mort.
si tu n'as pas de traitement. Donc, c'est essentiel. Il faut comprendre qu'une insuffisance rénale chronique, ce n'est pas 100% des reins qui ne fonctionnent plus. Dans une insuffisance rénale aiguë, c'est 100% des reins qui ne fonctionnent plus. C'est littéralement l'arrêt cardiaque des reins. C'est l'arrêt total du fonctionnement des reins. C'est une urgence absolue. L'anorexie. L'anorexie, c'est simplement le fait de ne pas avoir faim. L'anorexie n'est pas une maladie. L'anorexie n'est pas l'anorexie mentale. L'anorexie veut juste dire, par exemple, quand tu as la COVID, tu n'as plus faim, tu as donc de l'anorexie. L'anorexie mentale, ça veut dire que tu as faim, tu ressens la faim, mais tu te restreins volontairement de manger. De là pourquoi on dit anorexie mentale, parce que ce n'est pas induit par le sentiment de satiété, mais c'est induit par une peur, une phobie par exemple, dans ton cerveau. Le streptocoque. Le streptocoque est une maladie qu'on a tous. C'est une bactérie, le streptocoque. Hein? On l'a tous dans notre corps. Cependant, lorsqu'elle se développe en trop grande quantité, peut développer une angine streptococque. L'angine de streptocoque n'est pas dangereuse. On la traite notamment avec des antibiotiques parce que c'est une bactérie et non un virus. Parce que si c'est un virus, un antibiotique n'est d'aucune utilité. Normalement, on utilise la pénicilline. La pénicilline qui est à base d'un champignon. Évidemment. Donc, comme j'explique, si on ne traite pas une angine streptocoque, une amygdalite streptocoque, excusez-moi, elle va partir d'elle-même, sans complications. Par contre, ça peut causer, si on ne le traite pas, ça peut causer des problèmes au niveau des reins plus tard, au niveau du foie, et ça peut causer aussi, justement, comment on appelle ça, une méningite. Ça peut aller jusqu'à causer une méningite dans les cas les plus graves. Mais normalement, 90% du temps, même si on ne soigne pas une amygdalite à streptocoque, il n'y a aucune complication tout de suite. Elle va partir par elle-même. Mais pour éviter toutes les complications que je vous ai dit, on prend des antibiotiques avec de la pénicilline et ça va tuer littéralement la bactérie. Mais si on prend trop d'antibiotiques dans notre vie, on va développer une résistance aux antibiotiques, on peut développer un problème au niveau de la flore intestinale, on peut développer du muguet, des champignons dans la bouche, littéralement. Donc c'est important, toute proportion gardée, de prendre des antibiotiques en dernier recours lorsqu'une vie est en danger et non pas par prévention, parce qu'on réduit l'efficacité pour une future infection qui va être vraiment grave. Tu veux dire? L'acide difficile. L'acide difficile, c'est une maladie nosocomiale. Nosocomiale, ça veut dire qu'on les attrape dans les hôpitaux. C'est une super bactérie, tout simplement. Ça veut dire que la bactérie s'est développée dans un environnement où on a beaucoup de propreté et qu'on désinfecte. La maladie commence à se protéger de plus en plus, à muter dans le fond, et devient moins vulnérable aux antibiotiques et aux produits désinfectants. L'acide difficile est une infection qu'on trouve seulement dans les hôpitaux. C'est vraiment une infection nosocomiale. Il faut faire vraiment attention. On va dans les hôpitaux seulement quand il y a un risque accru pour notre vie, quand c'est vraiment urgent. Parce que les infections nosocomiales, vous ne les trouverez pas drôles. Ils sont pires, les infections qu'on pogne à l'hôpital. Qu'est-ce qui cause la haute et basse pression? Ben, plusieurs choses, en fait. Une émotion, par exemple. Une crise de colère peut causer une haute pression. Le fait de manger trop de sel peut causer de la haute pression. La basse pression, ça peut être de la fatigue, ça peut être de ne pas manger assez, de ne pas s'hydrater assez. Il peut y avoir beaucoup de choses qui causent de la haute et de la basse pression. Ça peut être aussi un déséquilibre au niveau des hormones. Ça peut être un déséquilibre au niveau cardiovasculaire, littéralement une tachycardie, ou à l'inverse, une bradycardie. La tachycardie, c'est quand le cœur bat à plus de 100 battements par minute pendant une période prolongée au repos. La bradycardie, c'est quand ça bat plutôt en bas de 60 battements par minute au repos. Par contre, il y a des tachycardies sinusales et des bradycardies sinusales. Il y a aussi des tachyarythmies et des bradyarythmies. La tachyarythmie sinusale veut dire simplement que ça va vite parce que le nœud sinusal décide d'aller vite, il n'y a pas de danger pour la vie. La bradycardie sinusale, c'est le même principe. C'est que le cœur bat plus lentement parce qu'on est très entraîné, comme un athlète par exemple. Moi, j'ai un cœur d'athlète. Mon cœur bat à 40 battements par minute au repos. Les tachycardies, puis les bradycardies, surtout la bradycardie, si elle n'est pas sinusale et que c'est dû à une maladie comme un bloc AV ou des choses comme ça, vous allez avoir des symptômes comme des syncopes, des picots devant les yeux, des chutes de pression artérielle et plusieurs autres symptômes qui sont vraiment pas agréables. Mais moi, dans mon cas, je n'ai pas ces symptômes-là parce que c'est de la bradycardie sinusale. Mais oui, pour revenir à la question, parce que là, sinon je vais me perdre en conjecture, puis je vais aller sur d'autres sujets, mais plusieurs choses peuvent justement causer des hausses et basses pressions.
une allergie alimentaire, par exemple, un choc anaphylactique va causer une baisse subite de la pression artérielle. Se lever extrêmement vite, c'est de la baisse de pression orthostatique qui se replace généralement rapidement. Si la baisse de pression est trop drastique, on va faire une perte de connaissance subite, une syncope. Pour l'éviter, on se couche par terre puis on lève les jambes. En cas de basse pression, consultez un médecin. Mais si vous n'avez pas de problème de santé, que votre médecin vous dit que tout est beau, pour la basse pression, l'augmenter c'est facile, il faut manger du sel. Vous pouvez porter des bas de contention si vous n'avez pas de contre-indication. Vous pouvez aussi vous coucher et lever les pieds pendant une période de 30 minutes et ne pas se lever très rapidement. Ça, c'est des choses qui... ne pas changer de position trop rapidement, ça, c'est des choses qui généralement sont gagnantes pour remonter la pression artérielle ou ne pas avoir de malaise. Pour la descendre, il s'agit simplement de manger plus de psyllium. Les fibres de psyllium, ça aide à abaisser la pression artérielle. L'avoine aussi aide à abaisser la pression artérielle. Avoir des bonnes habitudes alimentaires, gérer son stress et éviter d'avoir des crises de colère, des sauts d'humeur ou des choses comme ça, des émotions intenses, sont des choses à privilégier lorsque vous voulez baisser votre pression artérielle. Également, un bon taux d'activité physique va vous aider à avoir une pression artérielle plus basse au repos. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Le diabète. Le diabète est une maladie au niveau du pancréas. C'est une résistance à l'insuline. Littéralement. Donc, dans un premier temps, on laisse aller, on surveille notre alimentation. Malheureusement, si ça va trop loin et que l'apport de sucre à des moments fréquents dans la journée n'est plus suffisant, eh bien à ce moment-là, on va y aller avec des injections d'insuline. Tout simplement. Vous avez le diabète sucré, le diabète de type 1, le diabète de type 2. Le diabète de type 1, c'est un diabète que vous avez à votre naissance. Le diabète de type 2, c'est un diabète que vous avez créé au cours de votre vie, que vous avez développé au cours de votre vie. Le diabète est une maladie qui semble être dangereuse, qui semble être banale. Les gens disent « Ah, c'est juste du sucre ». Non, non, non. Le diabète est une maladie très dangereuse parce qu'elle accroît les risques, par exemple, de perdre la vue ou d'avoir une grave infection lorsque vous avez une coupure ou des choses comme ça. C'est pourquoi il ne faut pas niaiser quand vous avez du diabète. Lorsque vous vous blessez, il faut avoir des soins médicaux. Parce que ça peut faire pourrir, par exemple, un orteil qui peut causer une amputation ou de la nécrose, littéralement la mort des tissus, qui fait en sorte que ça peut développer une gangrène ensuite. C'est très essentiel de recevoir des soins médicaux et d'être extrêmement vigilant quand on a du diabète. Le diabète n'est pas une maladie à prendre à la légère. C'est extrêmement grave, c'est vraiment banalisé dans la société, mais il n'y a rien de banal avec le diabète. C'est quelque chose de hautement préoccupant. La plaque bubonique. La plaque bubonique. La plague bubonique. La peste, il veut dire. Parce que plague, ça veut sûrement vouloir dire peste. C'est une maladie éradiquée. Je ne la connais pas, mais je sais que ça n'existe pas. La malaria. La malaria est une maladie. Je ne sais pas. C'est une maladie, j'ai déjà entendu, mais je ne me suis pas renseigné sur la malaria. Je suis désolé. Mais je vais aller lire sur ça, par exemple, plus tard. J'adore apprendre. En tout cas, c'est divertissant. Tu trouves? Ouais, moi j'aime ça. Tu m'apprends des affaires. J'ai pas tout retenu, là, mais... Mais c'est pas grave, moi je les sais. Ouais. La maladie du foie gras. La maladie du foie gras. Ben oui, la maladie du foie gras, c'est un terme qu'on va utiliser qui veut rien dire, en fait. La maladie du foie gras, ça n'existe pas. Ça existe, mais c'est un terme qui n'est pas médical. C'est-à-dire que c'est lorsque votre foie ne filtre plus correctement, qui est engorgé par les graisses. Ça va causer, par exemple, un taux d'albumine plus élevé dans le sang. Vous allez avoir un problème au niveau des ALT. Et c'est littéralement la dégradation du foie. Comment je pourrais l'expliquer? Un apport trop élevé en alcool, en graisse ou en sucre, parce que oui, un apport trop élevé en sucre va causer le même problème, va causer la maladie du foie gras tout simplement. C'est littéralement quand le foie il gonfle, parce qu'il faut comprendre que le foie il fonctionne d'une façon, il fonctionne comme un filtre dans le corps. Il va filtrer tout. Lorsqu'il est surchargé en graisse, le foie, ou en toxique, il va gonfler, tout simplement. Lorsqu'il gonfle, c'est qu'il n'est plus capable de filtrer les choses, il est engorgé. C'est un engorgement du foie. Et si on continue de l'engorger, il va se détériorer. Il n'assurera plus la fonction de filtre correctement. Si on le laisse comme ça trop longtemps,
non seulement il va se détériorer, mais de façon irréversible. Ça peut aller jusqu'à la cirrhose. La maladie du foie gras, c'est réversible. C'est plus un signe d'alerte. Ça peut se réverser si on prend les bonnes mesures et des bonnes mesures d'hygiène. Par contre, si on ne fait pas attention, ça va évoluer vers la cirrhose du foie qui, elle, malheureusement, est irréversible et nécessite Et une justement, c'est quoi la cirrhose du foie? Il y en a qui demandaient. Ben, c'est la même chose, c'est la suite. C'est la suite de la maladie du foie gras, si tu préfères. La cirrhose du foie, c'est quand que le foie n'effectue plus sa fonction hépatique correctement. Lorsqu'il ne fonctionne plus du tout, eh bien, c'est une cirrhose du foie. Ça s'apparente notamment, c'est causé par l'abus d'alcool la plupart du temps. Ça peut être causé par un kyste, par un cancer, par un abus de graisse, un abus de sucre, par des mauvaises habitudes. Ça peut aussi avoir rien à voir avec tout ça. Il peut tout simplement se développer une cirrhose de façon fortuite comme ça. Mais généralement, dans 99% des cas, c'est l'alcool et le gras et le sucre qui causent les cirrhoses du foie. Par contre, à savoir, le foie est le seul organe que vous pouvez couper la partie malade et il va se régénérer tout seul. Après ça, C'est le seul organe du corps humain qui se régénère. il y a le syndrome du prince Albert infectieux. Le prince Albert, ça c'est au niveau de l'urètre. C'est au niveau de l'urètre. Je sais que ça a rapport avec l'urètre, le pénis. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je sais que c'est au niveau de l'urètre. J'imagine que c'est quand on se met un prince Albert dans l'urètre. Un prince Albert, c'est une espèce de tige qu'on se met dans le pénis, dans l'urètre. Et c'est supposé avoir, j'imagine, des sensations supplémentaires. Je n'ai pas envie de l'essayer. Et effectivement, j'imagine qu'il peut se développer une infection avec ça. Donc le syndrome du prince Albert infectieux, ça doit avoir un rapport avec ça. Est-ce que les insectes peuvent avoir de la fièvre? Les insectes? Oui. Mais non, les insectes ne peuvent pas avoir de fièvre. Mais les insectes peuvent être transporteurs de maladies graves. Notamment la maladie de Lyme. Pourquoi pas de fièvre pour les insectes? Parce qu'ils n'ont pas de système immunitaire. Leur système ne fonctionne pas de la même façon que le nôtre. D'ailleurs, les insectes n'ont pas de cœur à proprement parler. Ils ont un cœur, mais ça ne fonctionne pas de la même façon que nous. Eux autres, les insectes, là, ils sont bourrés de sang. D'ailleurs, on n'appelle pas ça du sang. La spina bifida. Je ne connais pas. Le sang des insectes, si ma mémoire est bonne, on appelle ça de l'hémolymphe. L'hémolymphe, c'est... Enfin, on joue sur les mots, c'est du sang, mais pour les insectes, on appelle ça de l'hémolymphe. Ça s'appelle H-E-M-O-L-Y-M-P-H-E. Et l'hémolymphe, simplement parce que c'est du sang stagnant. Il est dans la bébite, dans l'insecte, et il ne va pas circuler vraiment. Il passe à travers un cœur au milieu, mais il ne fonctionne pas comme nous. C'est vraiment... Je sais pas comment vous expliquer, mais nous, le sang, il n'est pas stagnant. Nous, le sang, il y a une circulation dans un circuit fermé. Dans les insectes, le sang, il est comme... C'est comme une ballonne remplie d'eau, si tu préfères, puis au milieu de la ballonne, tu as un filtre. C'est un peu ça. Le syndrome de Munchausen. Ah ben oui, ça, le syndrome de Munchausen, il y en a deux types. Vous avez le syndrome de Munchausen, qui est le syndrome du trouble factice, qui est initial ou par procuration. Le syndrome de Munchausen, c'est un syndrome notamment qui va induire une personne à s'inventer des maladies pour avoir des bénéfices. La personne va aller consulter à l'hôpital pour une maladie qu'elle n'a pas, elle va subir des opérations pour faire pitié, pour obtenir des bénéfices personnels. La personne le fait pour avoir de l'attention, pour avoir de l'argent, pour peu importe la raison, veut de la pitié, et elle va s'inventer des maladies qu'elle n'a pas. Et comme je l'ai dit, aller jusqu'à subir des opérations chirurgicales extrêmement dangereuses. Elle va aller jusqu'à causer des problèmes graves au niveau de son corps pour dire aux autres, voyez, je suis malade. Ça, c'est le syndrome de Munchausen. Ça coûte extrêmement cher au système de la santé, c'est extrêmement dangereux pour la personne qui le subit et ça vole des places pour les personnes qui ont besoin d'aide. Maintenant, vous avez le syndrome de Munchausen par procuration. Si vous avez une personne qui souffre du syndrome de Munchausen, ben bon pour elle, c'est son problème. Mais par procuration, c'est qu'elle va se servir de son enfant pour dire « mon enfant est malade » et elle va mentir au médecin au sujet de symptômes de son enfant qui ne peut pas dire rien et l'enfant va subir des maltraitances médicales
comme des amputations, des opérations extrêmement graves, des antibiothérapies et des choses qui sont extrêmement invasives, des coloscopies, des chimiothérapies même. Donc c'est un crime, c'est considéré comme un crime extrêmement grave au Canada et partout dans le monde. Le syndrome de Munchausen par procuration, c'est un crime. Syndrome de Potts. Je connais pas. Mais il y a quelqu'un qui a demandé si les insectes pouvaient faire des psychoses, mais c'est impossible. Non, mais ils n'ont pas de cerveau, les insectes, à proprement parler. Il y en a un, mais c'est très très léger. Syndrome de la queue de cheval. Je connais pas. Je connais pas tout, là, hein. C'est pas parce que je suis une encyclopédie que je connais tout, là. Les pierres à la vésicule biliaire. Ouais. Les pierres à la vésicule biliaire. Je sais ce que c'est la vésicule biliaire. C'est ce qui déverse la bile. C'est ce qui stocke la bile et la déverse. D'ailleurs, les pierres à la vésicule biliaire sont causées notamment par des abus, encore au niveau des graisses et des choses comme ça. Mais on peut retirer la vésicule biliaire, il n'y a pas de danger. On peut compenser par des hormones, par des médications, ou par de la... On peut le remplacer. C'est pas dangereux d'enlever la vésicule biliaire. On peut vivre sans la vésicule biliaire. C'est un petit peu comme des pierres aux reins. Même concept, mais c'est dans la vésicule biliaire. La tuberculose. Tuberculose. Je ne me rappelle pas. Attends. Tuberculose. C'est une maladie pulmonaire, c'est ça. C'est une maladie pulmonaire extrêmement grave, qui est une maladie obligatoire d'être déclarée. La tuberculose est extrêmement contagieuse. On l'attrape. C'est pour ça qu'il faut isoler les personnes qui l'ont, puis si elle n'est pas traitée rapidement et que la personne ne subit pas une quarantaine extrêmement rapidement, ça va devenir une pandémie. La tuberculose est une maladie pulmonaire très grave. Après ça, hypo et hyperthyroïdie. Ah ben c'est facile. C'est la glande thyroïde qui est à la base du cou, juste ici, qui fonctionne trop rapidement ou pas assez rapidement. L'hyperthyroïdie va causer par exemple une perte de poids, une accélération du rythme cardiaque et des choses comme ça. L'hypothyroïdie, à l'inverse, va causer une obésité. En gros, c'est littéralement ce qui fait que le métabolisme va rapidement ou lentement. C'est pas une maladie en soi. Ça se soigne avec des pilules. Le syndrome du côlon irritable. Ah ben le syndrome du côlon irritable, c'est quelque chose qui n'est pas dangereux du tout, à ne pas confondre avec la maladie de Crohn. Le syndrome du côlon irritable, on ne connaît pas encore les causes de pourquoi ça se produit, mais suite à l'ingestion notamment de certaines choses, il y en a que c'est du gluten, du blé, eh bien les personnes vont avoir mal au ventre, vont avoir des ballonnements, ils vont souffrir le martyre. On ne sait pas pourquoi, mais il n'y a aucun dommage au niveau de l'intestin. Le syndrome de Crohn, c'est la même chose, sauf qu'il y a des dommages qui endommagent la perméabilité de l'intestin et qui peuvent faire pourrir l'intestin. C'est pourquoi les personnes qui ont la maladie de Crohn, les maladies cœliaques, nommez ça comme vous voulez, moi je dis colique, mais en tout cas, les personnes qui ont la maladie colique, ils vont devoir adopter un régime extrêmement sain pour être sûr de ne pas avoir une dégénérescence au niveau de leur santé. Le lupus. Le lupus, je me rappelle pas ce que c'est. Syndrome de Sanfilippo. Je connais pas. Naegleria Fowler. Je connais pas, tu peux stopper dessus, je connais pas. Inox Shanlen. Je connais pas. Le syndrome du cri du chat. Je connais pas ça. C'est pas des bêtises. Parle du cycle menstruel. Ben là, tout le monde connaît le cycle menstruel. J'ai pas vraiment besoin de parler de l'ovulation, du nid de sang qui se forme pour accueillir l'ovule, le bébé, le spermatozoïde, tout ça. J'ai pas besoin d'expliquer ça, tout le monde le sait. Une fois par mois, ça s'évacue parce que c'est pas nécessaire, puis ça se régénère. J'ai pas vraiment besoin d'expliquer c'est quoi une menstruation. Là. La coqueluche. Ah, ben la coqueluche, c'est une maladie pulmonaire et ça se traite par antibiotiques. C'est une maladie qui est tellement grave qu'on a, mais c'est rare, là, mais on vaccine pour ça. Comment reconnaître la coqueluche? C'est facile, la personne va tousser, puis lorsqu'elle va tousser, ça va ressembler à un cas. Tout simplement. C'est une maladie pulmonaire. Au même titre que la grippe ou
des bronchites, des choses comme ça. Le syndrome de la personne raide. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Mais Céline Dion, elle souffre de ça. Un appendicite. Un appendicite, c'est lorsque l'appendice se met à enfler, lorsqu'il s'infecte. Alors, à ce moment-là, l'appendice, il faut le retirer parce qu'il y a du liquide il y a du pus à l'intérieur, littéralement. Il gonfle, il gonfle, il gonfle. Et à un moment donné, l'appendice va devenir une appendicite. L'appendicite, c'est lorsqu'il y a rupture de l'appendice, lorsqu'il éclate. Et les liquides qui sont dans l'appendice se retrouvent dans la circulation sanguine. Et là, c'est extrêmement dangereux. Ça peut tuer en quelques heures. Donc, la façon de traiter un appendicite, c'est notamment de donner une chirurgie qui enlève l'appendice. Ceci dit, et je suis très à jour sur les choses, en Europe, ils ont développé une nouvelle antibiothérapie. Ils donnent une pilule, un antibiotique par pilule, ce qui permet de désenfler l'appendice, d'enlever l'appendicite et 9 fois sur 10 évite une chirurgie invasive qui permet d'ouvrir le corps. Donc, c'est très prometteur. En cas d'échec de la thérapie par pilule, ils vont enlever l'appendice. Mais maintenant, aujourd'hui, ils donnent une pilule pour ça. Bronchodysplasie. Broncho quoi? Dysplasie. Je ne connais. Le zona. Le zona? Merci, chérie. T'as-tu dit le zona? Ouais, le zona. Le zona. Merci d'avoir posé la question. Et si je vous dis que vous avez tous le zona, que vous l'avez tous déjà eu, sous une appellation différente. Hein? On a eu le zona. Vous avez tous eu la varicelle, n'est-ce pas? Eh bien, devinez quoi? C'est la même maladie. Cependant, qui revient plus tard dans la vie. C'est juste ça. Embolie pulmonaire. Oh, une embolie pulmonaire, c'est une urgence médicale absolue. L'embolie pulmonaire, c'est lorsqu'un caillot se forme dans une artère. Par exemple, si vous êtes inactif trop longtemps, dans les jambes, vous allez avoir des varices. Suite à l'inactivité, peut se développer un caillot. Le caillot va circuler dans le sang et il peut se stopper dans le cœur, ce qui fait une embolie cardiaque. Il peut se stopper au niveau du cerveau, ce qui fait un accident vasculaire cérébral. Ou il peut se stopper dans les poumons, ce qui s'appelle une embolie pulmonaire. Une embolie pulmonaire cause un arrêt cardiaque immédiat. Ça peut ne pas le causer, là, si les alvéoles et les poumons sont pas bloqués, les artères des poumons sont pas bloquées à 100%. Mais si c'est bloqué, c'est fini, c'est la mort immédiate. L'endométriose. Je ne connais pas. Cependant, pour l'embolie pulmonaire, on donne des éclaircissants sanguins, ça dissout le caillot, et la personne ensuite mange des aspirines à tous les jours pour le reste de sa vie. La pneumonie. Ben là, la pneumonie, c'est l'infection des poumons, littéralement. C'est l'aggravation d'une maladie, comme par exemple un rhume, une grippe. C'est lorsqu'il y a surinfection bactérienne au niveau des alvéoles des poumons. Vous avez ici, vous avez les bronches qui sont juste là. Les bronches sont ici. Une bronchite, c'est lorsqu'il y a une infection au niveau des bronches. Vous avez en dessous des bronches les poumons. Lorsque l'infection est dans les voies aériennes supérieures, respiratoires aériennes, c'est-à-dire la gorge ici, c'est quand vous avez mal à la gorge, vous toussez. Quand vous commencez à cracher du mucus et que vous avez un peu de misère à respirer, c'est les bronches, juste ici. Souvent, ça va faire... Quand vous avez les bronches qui sont affectées. Vous avez une baisse de saturation, vous vous sentez un peu plus patraque. Mais, normalement, une bronchite prend le bon sens. Si malheureusement la bronchite s'aggrave et que les petits virus, les petites bactéries descendent jusqu'aux poumons et que les poumons n'éliminent pas la chose, alors ils vont aller dans les alvéoles. Les alvéoles, c'est tous les petits sacs qui permettent de respirer au niveau pulmonaire. Et là, ça va détruire des cellules au niveau de vos poumons. Les virus vont se multiplier à vitesse grand V, ce qui cause une pneumonie. Une pneumonie est une urgence absolue qui nécessite à 100% un traitement médicamenteux parce qu'une pneumonie non traitée, c'est fatal. Les AVC. Les AVC, c'est un accident vasculaire cérébral. C'est causé par un caillot de sang qui va justement se loger dans le cerveau. Ça peut arriver à tout âge, pour n'importe quelle raison. Si on traite un AVC dans les 4 heures qui suivent son arrivée, les premiers symptômes,
la personne ne mourra pas. Et il va avoir moins de séquelles. Mais au-delà de 4 heures, oublie ça. Au-delà de 4 heures, oublie ça, c'est fatal presque à 100%. Ou sinon, les séquelles sont vraiment très graves. Le choc septique. Oh, le choc septique! J'aime ça, le choc septique. Le choc septique, c'est lorsque... Minute. Ah, c'est encore quelqu'un qui m'appelle. Le choc septique, c'est lorsque vous avez, par exemple, une infection et que cette infection prend de l'ampleur et n'est pas soignée. Ça va devenir un choc septique à terme. Tout simplement. Le choc septique est une urgence vitale absolue. C'est la conséquence de l'inaction face à la propagation de l'infection au niveau sanguin. C'est lorsque tous les organes du corps humain sont attaqués par l'infection parce qu'il y a eu choc septique. On appelle ça aussi une septicémie en passant. Hein? Puis on peut-tu mourir de Ben oui, ça? tu meurs de ça. Si tu ne traites pas la septicémie, ça devient un choc septique. Et ça, c'est une urgence absolue. Généralement, tu peux pas passer à côté d'un choc septique. Tu vas faire de la fièvre, tu vas vraiment pas bien te sentir. C'est l'infection du sang généralisée, c'est extrêmement grave. Ah oui, en passant, j'en profite pour préciser, malgré toutes les belles connaissances que j'ai, malgré que je sais qu'est-ce que les maladies, comment les traiter, quels sont les symptômes évocateurs, je ne fais pas de diagnostic. Il faut comprendre que je vulgarise pour votre plaisir. Ce n'est que des vulgarisations basées sur mes connaissances absolues. Mais en aucun temps, vous devez m'écrire. Si vous avez des doutes, appelez le 811, allez à l'hôpital, allez voir votre médecin de famille. Je ne suis pas un médecin. J'ai beau avoir les connaissances, je ne suis pas un médecin. Je n'ai pas le droit de vous dire qu'est-ce que vous avez. Je n'ai pas le droit de vous donner de diagnostic. Je peux donner des trucs, des astuces pour diminuer des symptômes XY, mais je ne donne jamais de conseils médicaux. C'est vraiment juste des trucs, mettons, de grand-mère, si vous préférez, et ça ne substitue en aucun cas un avis médical. Je veux juste le préciser, pour pas que je me mette à avoir des tas de... Marc-André, j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Si vous avez des questionnements, allez voir vos médecins, ils sont payés pour ça. Le syndrome vagal. Ah, le syndrome vagal. Je sais pas si on appelle ça le syndrome vagal, ce que je vais te dire, mais c'est lorsque le nerf vague, est trop stimulé, ce qui cause un micro-arrêt cardiaque. Donc, le nerf vague, c'est ici. Il faut comprendre que le nerf vague est ici. Il part d'ici, puis il suit la trajectoire que voici. Regardez, je vais le placer comme ça. Le nerf vague suit la trajectoire exacte suivante. Il part d'ici, il fait ça, puis il vient enrouler le cœur ici, juste comme ça. Le nerf vague, à quoi il sert dans le corps? Il sert à ralentir les battements cardiaques. Quand le cœur s'accélère, celui qui est la pédale de frein, c'est le nerf vague. Lorsqu'il y a une surstimulation du nerf vague, on appelle ça un malaise vagal. Parce que le nerf vague, il va être trop tendu, il va serrer la pédale de frein, puis le cœur va ralentir au point de s'arrêter. C'est inoffensif, je vous rassure. Le danger, c'est qu'on écrase à terre. Le danger, le danger, c'est que vous allez vous cogner la tête par terre, une commotion cérébrale, c'est ça le danger. Quand vous commencez à vous sentir mal, le premier conseil que je vous donne, couchez-vous tout de suite par terre. Tout de suite. Peu importe où vous êtes, vous commencez à vous sentir un peu bizarre, couchez-vous par terre. Si vous perdez connaissance, vous ne vous cognez pas la tête. Ça, c'est la première chose à faire. Placez-vous, si possible, en position latérale de sécurité, c'est-à-dire sur le côté. Maintenant, qu'est-ce qui cause le syndrome du nerf vague? C'est justement que le cœur arrête parce que le nerf vague est trop stimulé. Le cœur arrête pendant environ 1 à 2 secondes. Il repart sans encombre parce que le nerf vague relâche sa pression et ce n'est pas l'électricité au niveau du nœud sinusal qui est en cause, c'est vraiment juste le ralentissement. Donc, c'est juste ça. Ce n'est pas dangereux. Le danger, c'est vraiment la chute. Merci Aurélie. Alors, j'espère que la personne qui se posait la question a eu la réponse appropriée. Incroyable, hein, les connaissances que j'ai, c'est fou, hein? Ouais. J'adore apprendre. Vous voyez, c'est ça que j'aime dans la vie, j'adore savoir des choses. Alors, j'ai peut-être l'air d'un petit Joe connaissant, mais vérifiez tout ce que je vous ai dit. Donnez-moi tort sur quoi que ce soit que j'ai dit. Bonne chance. Coucou Chantal. Bonne chance pour me donner tort, parce que
Vous pourrez pas me donner tort, c'est tout des faits exacts que je vous dis. Non, 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 non. C'est ça être intelligent. J'ai peut-être bien des phobies, mais calisse que je suis intelligent. Ouais, tu nous en as appris pas mal. Maintenant, on va arrêter là, je t'ai épuisé. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie tout ça. Puis ça, c'est dans n'importe quel domaine, hein, pas juste dans le domaine de la santé. Mais là, je t'ai épuisé, j'ai la tête qui tourne. Il faut que j'arrête de dépenser autant d'énergie. Parce que moi, quand je parle, je mets beaucoup d'énergie. Parce qu'au moins, on a eu des cadeaux pour tout ça. Non. Bon, ben c'est ça. En plus, ça paye même pas. J'ai vraiment donné toutes ces connaissances-là gratuitement. Je précise, juste avant, qu'effectivement, ça se pourrait que les informations que j'ai données ne semblent pas complètes et vraiment très profondes. Il faut comprendre que je répondais aux questions de plusieurs personnes en même temps, simultanément, et pour que tout le monde ait du plaisir, il fallait que j'abrège un petit peu les explications. Donc, effectivement, je pourrais expliquer plus longuement les mécanismes de chaque maladie psychologique, physiologique, les traitements et tout ça, mais je voulais vraiment être le plus accessible et que tout le monde comprenne. Parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend les termes médicaux, ce n'est pas tout le monde qui a l'intérêt d'entendre parler d'un problème pendant 1 heure ou 2. Donc j'ai vraiment abrégé, j'ai été sur les grandes lignes, juste pour que vous compreniez. Mais vous devez savoir que si vous voulez, je peux extrapoler sur le problème pendant plusieurs dizaines de minutes sans aucun problème. Et ce, avec une précision déconcertante. Et le pourquoi je viens devant la caméra quand je l'explique, C'est pour que vous voyez que je n'utilise pas Internet, ChatGPT ou quoi que ce soit. C'est vraiment les connaissances que j'ai ici dans ma tête. de toute façon, Florence, elle l'a vu, j'ai même pas touché à mon téléphone une fois. Ouais. C'était dans ma poche. Et pourquoi je suis calé au niveau de la santé à ce point-là? Parce que je vous l'ai dit, Ma valeur la plus absolue dans la vie, c'est la protection de la vie. bon, ma chérie, ça va être l'heure du dîner. Est-ce que tu veux fermer et revenir après le dîner ou tu veux manger en l'air? Mais je peux pas manger en live. Ok. Ton bol est où? Ici. Il est propre? Non. Tu veux le bol ou le chaudron? Si tu veux le chaudron, il est là, mais il faut le laver. Mais je vais prendre le chaudron. Ok. Il devrait pas être si difficile que ça à laver. Dépose pas ça partout, là. Dépose ça à un endroit logique, là. Mais finalement, je vais le fermer puis je vais revenir après. Ok.
mon décès serait une perte pour l'humanité. Parce qu'avec toutes mes connaissances, je pourrais aller docteur, je pourrais vraiment aller faire mes études de médecin. Mais j'ai peur de sortir. Mais peut-être que je voudrais pas être médecin parce que je serais peut-être plus hypochondriaque encore. Pour être médecin, bien, il faut aller dans un hôpital. Un hôpital, c'est un lieu où il y a beaucoup de maladies. Je sais pas. Fait que tout le monde, je vais revenir après dîner. Merci.